Pourquoi utiliser les méthodes qualitatives? Je pense que le premier enjeu, le premier élément là, duquel il faut parler, c'est les personnes. En fait, c'est que, et c'est non seulement les personnes, mais c'est aussi d'essayer éventuellement de rompre un peu avec la tradition, la tradition juridique en général, c'est-à-dire à la façon dont on a appris le droit et la façon dont on réfléchit le droit de façon habituelle, dont on est habitué à le faire parce qu'on nous l'a enseigné de cette façon-là. Et parce que c'est aussi de cette manière-là que le système juridique fonctionne. Donc, je m'explique. Quand on nous parle du droit au départ et quand nous-mêmes, on parle du droit entre nous, on parle des instruments juridiques, des outils que ça peut représenter, des mécanismes qu'ils sont, puis des résultats qu'on peut espérer de ces mécanismes-là en termes d'égalité, en termes des fois de retombées sociales, mais pas vraiment de retombées humaines ou de coûts humains de la justice et pas non plus de l'ordre de l'expérience. C'est quoi l'expérience que les personnes ont lorsqu'elles ont affaire avec le droit? Évidemment, il y a toute une tradition de recherche dans ce domaine-là, puis on peut penser par exemple au courant des legal consciousness, sur lequel je ne reviendrai pas parce que je vais essayer quand même de discuter de qu'est-ce que c'est pour des juristes et qu'est-ce que ça peut apporter, le fait que ce soit des juristes qui s'intéressent au droit sous cet angle-là, bien que je ne veux absolument pas laisser entendre que les travaux menés par des chercheurs en sciences sociales ne sont pas intéressants. Je pense qu'ils mettent en lumière un ensemble d'éléments, mais que les juristes, eux, ont quelque chose de particulier à apporter. Donc, c'est la recherche qualitative dans les études juridiques comme telles. Élément qui m'a toujours un peu, comment dire, questionné, c'est le fait que, donc, on ne parle pas vraiment des personnes concernées, mais c'est comme si le sacrifice que font ceux qui vont être en contact avec le droit pour faire avancer le droit, parce qu'on parle vraiment de ça. Quand on parle du droit, on parle de faire avancer le droit, des causes qui ont été importantes, des grandes décisions de la Cour suprême, etc. Mais derrière ça, il y a des personnes. Évidemment, il y a des juristes, il y a ceux qui ont plaidé, qui avaient des arguments vraiment convaincants, magnifiques et tout, mais tu as des gens qui ne sont pas engagés dans des causes juridiques. Ils vivent quelque chose dans leur vie et là, ils vont se retrouver là où ils sont, c'est-à-dire en contact avec le droit. Et des fois, jusqu'à un certain point, on peut penser qu'ils sont instrumentalisés parce que c'est un beau cas, parce que c'est la bonne personne pour porter cette cause-là. Et on dirait qu'on prend un peu pour acquis que finalement, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Donc, le sacrifice des personnes va de soi, puis on n'a pas besoin d'en parler. Alors que dans les faits, la réalité du droit, c'est beaucoup moins glamour que ça. T'sais. La réalité du droit, c'est des gens ordinaires qui se retrouvent devant un tribunal bien ordinaire aussi, et non devant la Cour suprême. Et donc, des gens qui ne font pas des super beaux arguments, des gens qui n'obtiendront pas des décisions qui vont être citées et recitées, etc. C'est ça le droit. Là. Et donc, je pense que la question de la recherche qualitative, c'est de remettre le focus sur ces éléments-là. C'est-à-dire, c'est qui les personnes qui sont au cœur de notre système juridique, et plus particulièrement, évidemment, les professionnels du droit, mais les autres aussi. Toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, vont se retrouver en contact avec le droit, et pour qui, en fait, des décisions, que ce soit des décisions judiciaires, des décisions administratives, des absences de décisions aussi, parce qu'on peut très bien imaginer le fait que, puis c'est pas imaginer, c'est-à-dire ça existe des personnes qui abandonnent des recours de toutes sortes, et pour des enjeux qui sont des enjeux qui ont lien avec la façon dont le système juridique fonctionne, dont les acteurs qui vont être amenés à intervenir auprès de ces personnes-là vont fonctionner. Donc, je donne un exemple de ça. Par exemple, j'ai fait donc des entrevues parcours de vie avec des femmes qui avaient été internées en psychiatrie, puis qui finalement se retrouvaient aux prises, on va dire, avec la DPJ. Et dans les 5 personnes que j'ai rencontrées, il y en avait 2 qui avaient déjà abandonné leur recours, sachant qu'elles ne pourraient plus voir leurs enfants. Donc, ça voulait dire vraiment qu'elles rompaient complètement avec leurs enfants. Et la raison pour laquelle elles faisaient ça, c'est que c'était trop pénible. En fait, ce qui était pénible, c'était le contact avec la cour, mais c'était aussi tout ce qu'implique la décision judiciaire elle-même, les contacts supervisés, le pouvoir qui est donné aux travailleurs sociaux. Et donc, le fait que cette vie familiale-là était complètement organisée, prise en étau par le droit, et c'était insupportable. Donc c'était prête à laisser tomber, finalement, ce rapport avec leurs enfants, à cause, finalement, non seulement de ce que le droit faisait à leur vie, mais aussi de leur compréhension de ce qui s'était passé ou de ce qui se passait.
lorsqu'elles étaient en rapport avec soit les juristes, soit des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, sont amenées à mettre en œuvre ces décisions-là. Et donc, une grande mécompréhension qui avait comme un effet que, l'impression que c'est un déni de justice, c'est que tout était injuste, que tout était décidé d'avance, et des choses qui, finalement, clairement, leur avaient jamais été vraiment expliquées et qui sont complexes. Donc, je pense que la recherche qualitative, c'est ce qu'elle vise, c'est remettre l'éclairage, en fait, sur ces personnes-là qui, en fait, sont au cœur du droit. Puis ce qu'elle permet aux juristes, de mon point de vue, dans un deuxième temps, la méthode qualitative, c'est quoi? C'est de développer un point de vue critique par rapport à ce qu'on nous a toujours présenté de ce qu'est le droit, finalement, de ce qu'il permet. Un point de vue qui est peut-être un peu subversif, en quelque part, parce qu'il permet de dévoiler une face cachée du droit dont on ne parle pas parce qu'on considère en droit que c'est tout simplement pas pertinent. Puis c'est vrai que sur le plan juridique, c'est peu pertinent. Sauf que dans les faits, ça a un effet concret, réel, important sur ce qu'on a entre les mains, là, en termes juridiques. Donc... Au-delà de la pertinence, c'est pas aussi la question de la nécessité par le droit et pour le droit d'avoir des représentations de cohérence, de sacralité et compagnie. Et par conséquent, dans la subversion, se trouve peut-être aussi même l'idée même de déconstruire ces représentations dominantes-là qui permettent de maintenir l'hégémonie. Tout à fait. Du droit. Je pense que ça va être abordé après. Oui, je pense que tu as entièrement raison. C'est que, peut-être après, quand on discutera plus concrètement du projet, effectivement, je pense que ça permet de mettre en lumière certains mécanismes cachés, entre guillemets, certains mécanismes non apparents qui font en sorte, effectivement, qu'on peut maintenir ce discours-là, puis qu'on a l'impression, tout le monde a l'impression que ça a beaucoup de sens. Et sur le plan rhétorique, ça en a un. C'est peut-être là tout le problème. Donc, merci pour la précision. C'est ma série. Donc, dévoiler la face cachée du droit, je vais aborder certains éléments ici sur le plan vraiment théorique, mais évidemment, ce n'est pas exhaustif ce que je vais dire. Il y aurait d'autres éléments, je pense, auxquels on pourrait réfléchir. Mais évidemment, la réalité de l'accessibilité du droit, l'accès matériel au droit, ce qu'est le droit, l'accès intellectuel au contenu juridique. On a un peu discuté de ça avant la présentation, le fait qu'on pense toujours qu'on améliore l'accès au droit. On dit toujours que c'est beaucoup plus simple, on a pensé à telle chose, on a simplifié le vocabulaire, mais est-ce que vraiment pour les gens, que le fait que tu parles de signification ou de notification, ça rend les choses beaucoup plus simples, t'sais? Et donc, la question de l'accessibilité sur le plan matériel, la question de la réalité, justement, des rapports de force qui vont être à l'œuvre dans le système juridique et qui vont avoir un effet sur c'est quoi le genre de décision qu'on va rendre, finalement. Donc, rapports de force entre les professionnels eux-mêmes, entre, par exemple, les professionnels et les non-juristes, évidemment, mais aussi les rôles que vont jouer un ensemble d'acteurs du système juridique dont on ne parle jamais, comme les auteurs de doctrine, par exemple. Donc, on va juste prendre la doctrine en disant, bon, ben voilà, c'est l'état du droit, c'est parfait. Mais dans les faits, évidemment, les auteurs de doctrine ont une posture, ils ont des partis pris, ils ont des façons de concevoir les choses et qui sont généralement assez peu explicitées et qui vont avoir un effet, puisque par la suite, cette doctrine-là va être récupérée par la Cour pour être ensuite appliquée. La réalité des discours et des valeurs qui vont être véhiculées par les juristes et leurs écrits dans la jurisprudence, par exemple, ou dans la doctrine. Donc, nous, on va souvent chercher les arguments juridiques, on va sûrement regarder c'est quoi, finalement, qui soutient les motifs de la décision, etc. Alors que, oui, c'est clair que sur le plan juridique, c'est ce qui importe, mais sur le plan social ou sur le plan de ce qui peut nous intéresser en matière de recherche qualitative, il y a un ensemble de discours qui sont véhiculés là, un ensemble de valeurs sur ce qui est la famille, ce qui est une bonne mère, ce qui est un bon parent, etc., etc. Donc, tout en fonction du genre d'écrits auxquels on peut s'intéresser. Et donc, l'ensemble de ces discours et de ces valeurs-là ont un effet immense parce qu'évidemment, on peut comprendre l'influence qu'ils peuvent avoir sur la nature des décisions prises par la suite. Et aussi en considérant l'importance que le droit peut avoir dans notre société. Autrement dit, un juriste qui dit, par exemple, si je donne l'exemple du mariage de même sexe en France, donc cette sortie des juristes pour dire que ce serait inconcevable en matière de droit privé d'imaginer le mariage de même sexe, et donc avec des arguments, des pseudo-arguments juridiques qui ont été déconstruits par d'autres juristes. Mais donc, l'importance et la portée d'un discours social en raison du statut de ceux qui les mettre, c'est un des éléments, me semble-t-il, qui fait en sorte qu'on peut pas ne pas s'intéresser aux valeurs qui sont véhiculées par les discours des juristes.
Ensuite, c'est quoi la réalité de la mise en œuvre du droit? Donc, comment ça se passe dans les pratiques? Donc, on a tout ce qui peut être écrit, on a toutes les décisions, par exemple, mais dans les faits, comment ça marche? Comment ça marche? Comment est-ce que les gens vont mettre en œuvre ces décisions-là? Comment est-ce qu'on va être vécu? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on pensait ou est-ce que ça se passe autrement? Ça aussi, c'est un ensemble d'éléments auquel on s'intéresse peu. Je mettrais là aussi tout le peu d'attention qu'on met sur ce qui se passe dans les facultés de droit. Comment est-ce qu'on enseigne? Comment est-ce qu'on prépare, en fait, les professionnels du droit à œuvrer ensuite dans leur domaine? Comment est-ce qu'on présente ce qu'est le droit? Donc, essentiellement, tout ce que je viens de dire. Je pense que ça, ce sont des éléments aussi dont on parle extrêmement peu, mais que la recherche qualitative pourrait mettre en lumière. Puis ensuite, les effets concrets du droit. Donc, il y a les pratiques, mais il y a les effets, comment ça se répercute sur les personnes concernées et comment, finalement, ces gens-là, dans la vie de tous les jours, sont pris éventuellement avec des décisions qui, même si elles sont parfaites sur le plan juridique, dans les faits, produisent plusieurs incohérences ou plusieurs difficultés. Pourquoi le rôle des juristes ici est particulièrement important? Parce que je donnais l'exemple, par exemple, de Legal Consciousness tout à l'heure, qui est un courant tout à fait pertinent. Mais les juristes, eux, peuvent remettre en relation les résultats de leurs recherches avec ce qu'ils peuvent connaître ou ce qu'ils connaissent sur le fonctionnement du système juridique. Et c'est là, éventuellement, qu'il y a quelque chose comment dire, une plus-value qu'apportent réellement les juristes dans ce travail-là. Parce qu'on voit souvent, et là, c'est encore une fois pas du tout pour dénigrer le travail qui se fait dans d'autres disciplines, mais malheureusement, on réussit à obtenir des résultats de recherche très intéressants, par exemple en sociologie du droit. Et on ne fait pas les liens avec les répercussions juridiques que peuvent avoir, par exemple, des situations. Donc, on ne met pas en lien, par exemple, l'incapacité de certaines personnes à se saisir de la justice dans tel contexte. Donc, on ne fait que des constats de cette nature-là, sans être capable de les relier, finalement, avec les effets juridiques, les effets sur les droits que ça peut avoir. Donc, ça, c'était la première partie qui était plus théorique. Je vais maintenant essayer de présenter brièvement le projet Seul devant la justice. D'où vient ce projet-là, vraiment brièvement? Donc, dans le cadre de ma thèse de doctorat que je faisais sur l'internement et les soins psychiatriques, j'ai fait des observations à la cour et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient donc pas représentés. Et ce qui était frappant, c'est que les personnes... en fait, c'était comment les gens se présentaient. En fait, elles comprenaient absolument rien. En fait, elles étaient accusées de quelque chose sur le plan criminel. Elles n'arrêtaient pas de dire « j'ai rien fait, je ne comprends pas pourquoi je suis ici, j'ai pas volé, j'ai rien fait, comment ça se fait? » Puis personne ne leur expliquait que ce n'était pas des accusations de nature criminelle. On laissait ça comme ça. Puis quand je parlais aux gens dans le couloir, vraiment, ils rapportaient très, très stressés. Ils disaient, tu sais, je suis au palais de justice, tu sais, c'est des avocats, des juges, qu'est-ce qui m'arrive? C'était vraiment un stress qui s'ajoutait à une situation qui était déjà pas simple. Elles n'étaient pas préparées. Bien souvent, faisaient des témoignages qui leur étaient complètement préjudiciables parce qu'elles disaient des choses d'une certaine façon. Ce n'était pas nécessairement parce qu'elles rapportaient des faits qui leur étaient préjudiciables. C'est la façon d'en parler, c'est la façon de s'exprimer, de répondre aux questions. Par la suite, les juges disaient « Ah, vous avez vu telle chose », ils avaient mal interprété certaines attitudes, etc. Donc ça, c'était très questionnant pour moi. Et puis, après une recherche très, très rapide, en fait, c'est pas très compliqué de se rendre compte qu'au Québec, il n'y a absolument aucune recherche sur le sujet. Tout le monde en parle, tout le monde dit « Wow, c'est pénible, il y a beaucoup de personnes non représentées, c'est une crise, c'est compliqué, ça implique des délais, etc. » Donc, on en parle beaucoup, tout le monde en parle, que ce soit la communauté juridique, le ministère de la Justice. Il n'y a personne, en fait, qui n'est pas au fait de cette situation-là, mais il n'y avait aucune recherche sur le sujet. Et donc, ça, c'était assez questionnant. Donc c'est dans cette perspective-là que le projet a débuté. Et l'idée, au départ, c'est vraiment de voir c'était quoi les décalages, en fait, qu'on pouvait constater entre les attentes que les personnes qui allaient finalement faire face aux tribunaux sans avocat, donc les attentes qu'elles pouvaient avoir de la justice, c'était quoi leur idée de la justice et l'expérience qu'elles avaient. Et donc, est-ce qu'après cette expérience-là, elles avaient toujours la même idée de ce qu'est la justice? Donc, ça, c'était la grande question de départ. Puis le processus, en fait, de recherche a fonctionné vraiment de façon inductive, puis en 2 phases jusqu'à maintenant. Donc, je vais expliquer brièvement ces 2 phases-là, mais donc 2 phases, une première phase qui était documentaire, puis une deuxième phase qui est une phase de terrain. Donc, dans la première phase qui est documentaire, la première étape, ça a été vraiment de faire une recherche de littérature, puis on s'est posé la question, est-ce qu'il y avait, en dehors, donc il y a d'abord la doctrine juridique, évidemment, mais en dehors
de la doctrine juridique, est-ce qu'il y a de la littérature sur les personnes qui vont à la cour, donc sans avocat? Et il y a à peu près rien. Donc, il y a peu de littérature sur cette question-là. Il y a quand même beaucoup de doctrines canadiennes, anglaises, américaines. Et il y a quand même un certain nombre de recherches empiriques qui ont été faites, surtout dans le Canada anglais puis aux États-Unis, qui ont été faites soit par le moyen de sondages, soit par le moyen d'entrevues auprès d'avocats, de juges et de personnes qui se sont représentées elles-mêmes. Et donc, pour voir un peu c'était quoi, soit leur expérience avec les personnes autoreprésentées, c'était quoi leurs impressions, puis c'était quoi, par exemple, dans le cas des juristes, c'était quoi le niveau d'aide qu'ils étaient prêts à offrir, par exemple, aux personnes autoreprésentées. Puis pour les personnes donc non représentées, c'était plus, c'était quoi votre expérience en général, rapportait généralement des expériences plutôt négatives. Puis ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas, en fait, on n'a pas trouvé de recherches qui ont été faites de façon ethnographique avec des observations. Donc, ce qu'on a fait, c'est donc collecter cette documentation juridique-là, dont on a fait une analyse inductive, croisée, Richard et moi. Donc, on les a chacun de notre côté lu, identifié des pistes d'analyse, puis ensuite on a croisé ça. Puis on avait aussi la littérature, on avait conservé toutes les recherches empiriques, puis on a cherché à les mettre en relation, en fait, à voir c'était quoi les liens ou pas entre cette doctrine et c'est ce que les recherches empiriques révèlent. Donc, ce que les recherches empiriques révèlent, c'est essentiellement que les personnes, en fait, sont là parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer les services d'un avocat. Ça, c'est très, très, très clair. Que généralement, elles ont fait des démarches pour avoir des services juridiques qu'elles pouvaient se payer. Puis, dans un nombre quand même important de cas, c'est autour de 80 dans certaines recherches, les personnes avaient eu un avocat pendant un certain temps, mais n'étaient plus en moyen, finalement, de payer leurs services, donc avaient été obligées d'abandonner. Et généralement, donc, l'expérience était mitigée, mais pas très positive. Puis, dans la doctrine, ce qu'on constate, c'est que l'autoreprésentation s'est présentée comme étant un choix. Donc, c'est un choix. Des fois, c'est pas dit si clairement que ça. Ça va être implicite, mais on le laisse entendre. C'est un choix. Les gens sont là parce qu'ils pensent qu'ils sont généralement mieux en mesure que les avocats de présenter leur dossier ou parce qu'ils n'ont pas confiance dans les avocats. On va souvent présenter ça comme ça. Et dans certains cas, laisser entendre qu'éventuellement, c'est des personnes quérulantes. Et là, on va explorer des manières de faire fonctionner le système, même s'il y a des gens auto-représentés. Fait que là, on va se demander si on les informe mieux, est-ce que ça marche? Si on essaie la médiation, est-ce que ça marche, etc. Mais on ne va surtout pas remettre en question le système en lui-même et surtout pas pourquoi les personnes n'ont pas de représentation. Bien évidemment, on dit que c'est un choix, donc on ne va pas se poser la question, mais on ne va jamais aborder dans la littérature, je pense qu'on a trouvé 3 articles où on en parle, la question des honoraires d'avocats et du rôle du barreau dans pour ces questions-là. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on n'aborde pas, alors que la recherche empirique met en lumière que c'est justement ça le problème. Et ça, je pense que c'est assez intéressant quand on parlait tout à l'heure, justement, du discours qui est véhiculé par la doctrine ici, pour montrer comment, finalement, on peut justifier par cette doctrine-là le discours ambiant qu'on peut avoir sur la non-représentation pour dire... Bon, les gens, c'est assez lourd, ils sont là, ils se présentent comme ça, ils ne veulent pas avoir d'avocat. On a beau leur dire d'en prendre un, ils ne veulent pas en prendre un, etc. Et c'est repris même jusque dans le dernier plan stratégique du ministère de la Justice qui dit que 40 des gens en matière civile font le choix de ne pas avoir d'avocat. Donc, on le présente comme ça. Et donc, c'est tout un discours qui est là et qui s'entretient, qui s'auto-entretient, mais fondé sur absolument rien, puisque la recherche empirique met en lumière complètement l'inverse. Dans une deuxième étape de cette recherche documentaire, on a fait une recherche jurisprudentielle pour voir comment les tribunaux, en fait, discutaient de cette question-là en cour suprême et en cour d'appel. Et donc, on a retenu autour de 120 décisions de ces 2 cours-là qui parlent vraiment, finalement, de la question de l'autoreprésentation sous un angle ou un autre. Et dans la grande majorité des cas, je dis ça de mémoire, donc je ne pourrais pas affirmer que c'est dans tous les cas, mais on dit quand même que l'autoreprésentation, c'est un choix. Bien souvent, on va dire, on a quand même dit à monsieur de prendre un avocat, ça lui a été répété à plusieurs reprises, il n'a toujours pas fait, bon. Donc, on dit vraiment que c'est finalement un choix. Et que, étant donné que tu fais ce choix-là, il te revient d'assumer, ça c'est dit noir sur blanc, peut-être pas formulé comme ça, mais c'est quand même dit qu'il te revient d'assumer les risques, les difficultés qui vont être liées à l'autoreprésentation, puisque c'est un choix. Et donc, on laisse entendre que si le dossier n'est pas complet, que la décision judiciaire est erronée, désolé, mais il aurait fallu prendre un avocat.
Donc, la lecture inductive, encore une fois, de cette jurisprudence-là nous a permis quand même de dégager 3 pistes d'analyse. Et ici, on a vraiment fait une analyse qui est, je dirais, entrecroisée entre une analyse de discours et une analyse vraiment juridique, c'est-à-dire de mettre en lien avec des sources formelles qui sont intéressantes pour soutenir finalement l'argumentation. Mais il y a donc la question du droit à l'avocat. Oui. Juste là-dessus, une chose que je vais trouver particulièrement intéressante quand on a fait cette analyse-là, c'était que si on suivait le raisonnement juridique, la plupart des données qu'on prélevait finalement de nos analyses de discours n'auraient pas été considérées pertinentes juridiquement. C'est souvent des obitaires dictum, des affaires de même, tu sais, où le juge se permet un petit commentaire by the side en disant monsieur a fait le choix de se représenter lui-même, par exemple, des affaires de même, ou souvent c'est très drôle parce qu'à la fin d'une décision, on voyait le juge qui, très paternaliste, allait féliciter le justiciable non représenté pour la qualité de sa tenue. Donc des propos qui n'ont aucune pertinence juridique, mais qui finalement, dans une perspective plus sociologique ou analyse de discours, avaient tout leur sens et nous permettaient par la suite de mieux comprendre peut-être le positionnement des juges face à ces individus. Oui, c'est ça. Je pense que quand on parlait de valeurs, par exemple, tout à l'heure, comment les valeurs sous-jacentes ne sont pas nécessairement explicitées tout le temps, vont avoir une influence sur la façon dont les choses vont se dérouler par la suite. C'est certain que c'est pas... Et surtout que ça, des recherches empiriques ont montré que les juges sont plus enclins quand même à aider une personne, à informer une personne, donc quand ils ont l'impression que la personne n'a pas fait le choix, que quand ils pensent que la personne a fait le choix, que c'est délibéré, puis que c'est juste parce que, bon, ils pensent qu'il peut faire un meilleur travail qu'un avocat, ce genre de choses. Donc, ça peut avoir une influence quand même très importante sur la façon dont le dossier va finalement évoluer. Mais donc, on a pu faire émerger 3 thématiques d'analyse qui sont donc le droit à l'avocat, puis le fait que les tribunaux ont une grande résistance par rapport au droit à l'avocat, et notamment parce que les enjeux financiers vont toujours être discutés comme étant fondamentaux, c'est-à-dire qui va payer la facture des honoraires finalement. Le statut ambigu de l'autoreprésentation, donc c'est reconnu comme un droit, mais en même temps, bien souvent, ça va être présenté comme une sorte de privilège ou quelque chose qu'on va tolérer, beaucoup plus que comme un droit qu'on mettrait en œuvre. Et finalement, la question de l'obligation des tribunaux, donc d'informer les personnes. Et là, on voit bien la prudence, en fait, des tribunaux à encadrer ce droit-là, cette obligation pour les tribunaux. Et donc, d'être clair par rapport à qu'est-ce que les tribunaux ont à faire quand ils se retrouvent face à quelqu'un qui est pas représenté, jusqu'où ils doivent aller. Donc là, on reste toujours assez flou. Il y a une obligation, mais on n'a pas déterminé très clairement ce que c'est. Bon. Et donc, on a beaucoup de réserves par rapport à ça. Cette première phase de recherche documentaire-là nous a vraiment permis d'en connaître mieux sur où se trouve finalement la communauté juridique sur cette question-là, sur le genre d'intervention judiciaire auquel vont faire face les personnes qui n'ont pas d'avocat. Et c'est ça finalement qui a été le socle, je dirais, de notre réflexion pour la deuxième phase de recherche qui était donc le terrain. Dans un premier temps, on a fait un terrain exploratoire d'observation à la division des petites créances de la Cour du Québec, puis au TAC, à la division des affaires sociales, section des affaires sociales. On s'est assis dans les salles d'audience, on a regardé, on a écouté, puis vraiment l'idée, c'est de voir c'est quoi l'ambiance qui règne là. On s'est quand même promené dans les couloirs, on a été visiter les greffes, on s'est assis dans les greffes pour voir c'était quoi le genre d'interaction qu'il y avait, qu'est-ce que les gens demandaient, c'était quoi les dépliants disponibles, etc. Puis, on a aussi, parallèlement à ça, fait un focus group avec des personnes qui étaient auto-représentées, qui avaient été chercher des services, en fait, à la clinique juridique du Myland. Et ça nous a permis aussi de mettre des mots, en fait, ou de se rendre compte, finalement, de c'est quoi les éléments qui ne fonctionnent pas, en fait. Parce que ces personnes-là avaient quand même reçu de l'aide, là. C'était pas des gens qui arrivaient là comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc, ils savaient un peu où ils s'en allaient, puis malgré tout, c'était en tout cas dans les personnes qu'on a rencontrées, pas une expérience positive pour un ensemble de raisons différentes à chaque fois. Mais ces gens-là ont quand même pu mettre en lumière des choses, par exemple, le fait que même si on leur avait dit « il faut que vous alliez chercher de la jurisprudence sur tel site, sur tel sujet », ils n'ont jamais été capables d'en trouver. Donc, finalement, au bout du compte, ils ont eu beaucoup de difficultés eux-mêmes à préparer leur dossier. Et donc, ça... Et ce que le terrain de l'observation exploratoire nous a permis de mieux cerner, c'est-à-dire notamment l'importance de ce que peuvent jouer finalement les avocats de la partie adverse dans ces contextes-là. Autrement dit, on avait l'impression
en allant au TAC, où là, il y a des avocats à la division des affaires sociales, à part lorsqu'on est en aide sociale, où ce sont des représentants du ministère. On avait l'impression que finalement, quand un avocat est là, lui va mener le dossier beaucoup plus et lui va utiliser toutes sortes de techniques pour mettre en lumière, par exemple, des incohérences dans le témoignage de la personne qui n'est pas représentée. Et donc, ça nous semblait être un élément peut-être qui n'est pas fondamental. C'est-à-dire qu'on observait quand même des dynamiques semblables même aux petites créances, mais qui semblaient peut-être exacerber certains éléments de la dynamique. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait le choix d'aller faire le terrain vraiment d'observation au TAC, à la division des affaires sociales, à l'exception de l'aide sociale, puisque ce n'est pas des avocats qui sont là. Qu'est-ce que l'observation? Ça peut paraître un peu niaiseux comme question a priori, mais finalement, on se rend compte qu'il y a un corpus assez important d'écrits qui ont été développés là, sur justement l'observation comme méthodologie, comme méthode de collecte de données. C'est sûr que, a priori, on peut le voir comme étant une pratique tellement naturelle qu'on fait à tous les jours, on catégorise, on observe à tous les jours. Il y a des gens qui observent peut-être moins, d'autres qui observent peut-être plus. Mais on reste pas moins qu'on est dans le phénomène parmi les phénomènes les plus naturels qui soient. Dans un texte que je relisais pour la présentation, l'auteur faisait un retour sur différents exemples d'observation dans le passé qui n'étaient peut-être pas systématisés comme dans une perspective de sciences sociales, mais qui étaient quand même de l'observation, et on donnait des exemples cute comme Marco Polo, par exemple, qui dans ses récits, finalement, faisait de l'observation. Bartolomé de las Casas en Amérique, les Jésuites en Amérique, qui faisaient de l'observation et dont les récits, finalement, ont permis d'avoir quand même une portée anthropologique intéressante. En recherche scientifique, Darwin, en littérature, Émile Zola. Bref, l'observation reste quand même quelque chose que l'on voit un peu partout et qui n'est pas nécessairement seulement propre à la science sociale contemporaine. Mais il n'en reste pas moins qu'on peut voir quand même deux grandes catégories d'observation, celles qui pourraient être, en milieu dit naturel, et là je mets des guillemets sur naturel, ou des observations simulées dans un contexte de laboratoire, par exemple. Deux types d'observation, et c'est sûr que pour aujourd'hui, je vais essentiellement vous aborder la question de l'observation en situation, il faudrait bien définir. Donc, Stéphane Martineau, dans la merveilleuse revue Recherche qualitative que je recommande à toute personne qui s'intéresse à la recherche empirique, qui explique que finalement l'observation en situation est un outil de cueillette de données où le chercheur ou la chercheure devient témoin des comportements des individus et des pratiques au sein des groupes en séjournant sur les lieux mêmes où ils se déroulent. Donc, bon, l'aspect être témoin, etc., bon, c'est l'observation en tant que telle. Mais après ça, en situation, c'est le fait de se positionner dans certaines situations qui ne sont pas des situations générées artificiellement. Différentes typologies d'observation en situation. Si on y va avec un spectre, c'est essentiellement en termes de niveau de participation aux interactions que l'on observe. Donc, autant on peut avoir des observations où on est en participation complète. Comment il s'appelle, de l'école de Chicago? Becker, qui était lui-même musicien de jazz et qui a fait une étude fascinante justement sur la scène underground chicagienne de Chicago et qui a notamment beaucoup mobilisé la notion de déviance à travers cette recherche-là. Donc, il était complètement participant à son observation, étant lui-même musicien et acteur de cette scène-là. Participant observateur, donc là on est un peu moins participant, mais on participe plutôt aux activités, mais le statut d'observateur reste reconnu. L'observation participante, où on s'intègre au groupe, mais à une intégration qui est somme toute limitée. On fait certaines tâches, mais il n'en reste pas moins que dans l'absolu, nous ne sommes pas part entière au groupe et finalement l'observation complète. Dans notre cas, je dois dire que, par exemple, dans ma mémoire, pour mes observations en médiation à la division des petites créances, vers la fin, je pense que les acteurs commençaient à s'habituer à ma présence et de plus en plus, je commençais à jouer, bien malgré moi, un rôle d'observateur participant. On me demandait d'effectuer des petites tâches par-ci, par-là, faire des suivis, par exemple, avec des justiciables pendant qu'ils attendaient pour le juge pour avoir un entérinement de la décision des affaires de main. Mais sinon, pour l'essentiel de nos observations, c'était beaucoup plus de l'observation complète qui a été faite, où on avait vraiment une posture ou un rôle passif où on était assis dans la salle d'audience et nous observions ce qui se passait devant nous. Toujours selon Martineau, il y aurait donc 4 tâches fondamentales pour que l'on puisse parler d'observation. Il y aurait d'une part la présence sur le terrain et le fait de devoir s'adapter à la réalité du milieu observé. Ensuite,
il y a la fonction même ou la tâche même d'observer le déroulement des événements. Puis là, on va voir qu'il y a différentes techniques pour pouvoir observer le déroulement des événements. Ensuite, il y a la tâche de l'enregistrement des observations qui peut être faite par différents moyens, que ce soit les notes écrites, l'audio, la vidéo. Et finalement, il y a la reddition de compte. Donc, comment transcrire, transposer, traduire ce qu'on a pu observer dans un médium quelconque, que ce soit un médium écrit ou que ce soit un médium autre. Toujours dans qu'est-ce que l'observation, je pense que c'est important quand même d'amener une petite nuance. Souvent, on a tendance à faire une association directe entre observation et ethnographie. Il faut comprendre qu'évidemment, l'ethnographie, qui est vraiment cette approche en sciences sociales où on souhaite s'immerger dans un milieu, où on souhaite vraiment comprendre un phénomène social en étant en immersion dans ce phénomène-là. L'observation devient un outil de cueillette de données important, mais il n'en reste pas moins qu'il y a plusieurs autres moyens de cueillette de données, à commencer par les entrevues ou la collecte d'artefacts qui peuvent être utilisés pour l'ethnographie, mais là, on va se concentrer sur l'observation. Donc, pourquoi choisir l'observation comme méthode de collecte de données? Bien, je pense qu'on l'a déjà abordé assez avec Emmanuel. Je ne vais pas aller trop loin là-dedans, simplement dire que ça a été notre cas en particulier. Grâce à l'observation, il y a tellement de phénomènes ou de pratiques qu'on n'avait pas pu anticiper, qui sont apparus à notre visage, qui sont apparus durant nos observations. Donc, c'est vraiment cette capacité de surprise, à mon avis, qui est la principale caractéristique à prendre en considération. On n'est pas au niveau des représentations, on est vraiment au niveau de la pratique et de l'action. Et avec tous les risques que ça peut comporter, il ne reste pas moins que ça nous permet quand même d'obtenir des données qui sont souvent surprenantes, souvent fort intéressantes. Aussi, contrairement à une entrevue, par exemple, où on reste, ou l'analyse de discours, où on reste d'une certaine façon esclave des discours, justement, esclave de ce que les autres ont déjà pu interpréter ou ont pu comprendre une situation donnée, l'observation nous donne un rapport plus direct avec l'objet de recherche. Est-ce que je peux me permettre? Ben oui. Oui, je pense quand même qu'il faut mentionner le fait que ça permet aux chercheurs de prendre une autonomie face à ce que les gens peuvent dire en entrevue de leur pratique. Donc, ça, je l'ai vraiment constaté dans ma recherche sur l'internement et les soins, comment les juges avaient un discours sur leur pratique, puis ils se disaient préoccupés de certaines choses, puis comment, dans le feu de l'action, ça pouvait se passer autrement, pas nécessairement parce qu'ils ne veulent pas. Je veux dire, l'idée, c'est pas de dire que dans les faits, ils montaient en entrevue, pas du tout, mais je pense que les contraintes du déroulement, les contraintes du fait que c'était urgent, par exemple, comme audience, faisaient en sorte que il y a des choses qu'on aurait voulu faire puis qu'on n'en pouvait pas faire. Et donc, dans les faits, la pratique, elle est ce qu'elle est. Mais ça, c'était pas nécessairement des choses qui allaient être dites en entrevue. Donc, ça permet quand même de prendre une autonomie par rapport à ce qu'on peut rapporter et qui souvent, en fait, il y a une certaine expérience qui s'est prise, puis on a soi-même une espèce de compréhension de ce qu'on fait, puis c'est comme tout le monde, alors que lorsqu'on voit les choses les unes après les autres, bien, ça nous permet justement de se rendre compte qu'il y a des nuances à faire dont les gens n'ont pas nécessairement conscience. Puis par rapport à l'observation, bien souvent, on a l'opportunité de discuter avec les personnes sur le terrain, donc de discuter de quelque chose de plus concret que c'est quoi votre pratique en général sur cette question-là, X. Là, on peut dire, bien, dans le dossier, machin, il y avait telle chose. Puis là, la personne peut développer pourquoi, qu'est-ce qui l'a motivé, c'était quoi les éléments, par exemple, de contraintes qui pouvaient faire en sorte qu'elle ne pouvait pas demander telle chose ou qu'elle hésitait à faire telle chose, etc. Fait que ça, c'est des éléments que je pense sont très importants pour mieux connaître, finalement, le contexte dans lequel se passe ce qu'on est en train d'étudier, finalement. Ah, définitivement. Définitivement. Et puis il y a quelque chose de très angoissant, mais à la fois tellement exaltant dans le fait de pouvoir vivre, d'avoir l'impression, parce que je ne pense pas que ce soit le cas totalement, mais il reste pas moins qu'on a l'impression de vivre en partie l'expérience que d'autres vivent. Et quand c'est un objet de recherche qui nous tient particulièrement à cœur, je pense que ça devient encore plus exaltant, justement, comme sentiment. J'aimerais quand même revenir aussi sur le fait que ça a été bien abordé par Emmanuel, mais l'observation personnellement, m'a permis d'éviter le piège ce que Bourdieu appelle la doxa ou les représentations dominantes ou hégémoniques, particulièrement en droit où est-ce qu'elles sont très violentes. C'est dans une perspective de violence symbolique, évidemment, là, mais on veut souvent, dans notre formation en droit, mais après ça, dans la pratique, nous enfoncer dans le fond de la gorge certaines idées, certaines valeurs, certains a priori aussi. L'exemple le choix des justiciables non représentés, par exemple, le choix de ne pas être représenté pour les justiciables en est un.
Et donc, l'observation nous permet d'avoir justement une distance suffisante pour dire, ah, ben tout ce qui a été dit ou tout ce qui a été diffusé comme représentation, discours dominant, dans les faits, ne correspond pas. Et il y a quelque chose de très subversif là-dedans que j'ai personnellement beaucoup apprécié par l'observation. Dans cette même lignée-là, c'est sûr que, bon, pour reprendre encore une fois Bourdieu, je vais être fatigant, il y a tout ce formalisme, cette prétention à la cohérence interne qui existe au sein même du droit, et l'occasion de pouvoir déconstruire cette prétention-là au formalisme et à la cohérence interne me semble encore une fois particulièrement intéressante, et l'observation en est une occasion particulièrement notoire. D'ailleurs, Bourdieu, justement, dans ses premiers travaux, a beaucoup utilisé l'observation comme méthode de cueillette de données, entre autres dans les populations kabyles, si je me souviens bien. Puis finalement, bon, la rareté de la recherche empirique en droit fait en sorte que l'observation en situation devient un bon moyen exploratoire aussi quand c'est des thématiques qui ont été peu abordées. Par l'observation, on peut vraiment creuser un domaine, une question de recherche, tout en ayant peu d'autres recherches empiriques pour comparer nos résultats. Ça devient un bon moyen d'explorer un sujet. Au niveau des limites, c'est sûr que bon, la subjectivité du chercheur ou de la chercheure devient un enjeu fondamental. Moi, par exemple, je sais que quand j'ai commencé mes recherches en droit, j'avais cette posture très anarchiste où, pour moi, bon, je reprenais le bon vieux slogan du département de sciences juridiques de l'UQAM, comme quoi le droit, c'est de la merde. Et c'était littéralement ça le slogan à l'époque, c'est pas moi qui l'ai dit. Et donc, j'ai été très rapidement confronté au fait que ces prémices ou ce positionnement que je pouvais avoir un effet particulièrement nocif sur l'interprétation que j'allais avoir des observations que j'allais faire. Donc, il y a vraiment une nécessité de réflexivité et puis d'autocritique qui est vraiment importante, à mon avis, si on veut être en mesure d'avoir quelque chose qui se tient d'un point de vue validité et fidélité des données. Sinon, bon, ben, les classiques, c'est sûr que l'observation, c'est beaucoup de temps, c'est énormément de temps, c'est beaucoup de ressources aussi, il faut autant des ressources monétaires parce que ça ne paye pas souvent, ou ça peut payer, mais c'est pas quelque chose de lucratif dans l'observation. Ensuite, une autre limite importante, c'est l'engagement personnel aussi que l'observation implique, c'est-à-dire que, je vais revenir là-dessus avec les deux recherches qu'on a menées, mais à un moment donné, on se sent émotionnellement impliqué dans ce que l'on peut observer. Et c'est important, moi j'ai dû prendre une pause à un moment donné, littéralement, parce que ça devenait trop pesant émotionnellement. Pour le milieu juridique en particulier, je pense que les limites de l'observation, c'est qu'il y a déjà une réticence par rapport à la légitimité ou la validité de la recherche qualitative en droit. Bon, je pense que commence à avoir quand même une reconnaissance de sa pertinence. Il n'en reste pas moins que elle est contestée, cette pertinence ou cette légitimité-là. Et ça, c'est vrai dans le milieu de la recherche en droit, mais je pense que dans le milieu de la pratique en droit, c'est d'autant plus vrai. Et là, je pense notamment aux juges qui sont particulièrement réticents. Et sinon, par rapport justement aux acteurs dominants au sein des institutions judiciaires, je pense aux administrateurs par exemple, il y a une forte réticence à voir des personnes faire de la recherche dans leur antre sacré. Par conséquent, là, on voit qu'il y a une forte volonté, j'ai pu voir qu'il y avait une forte volonté de contrôle de l'information et surtout de contrôler l'accès à certaines informations, à certains terrains, à certaines situations. Donc, ben, je vais m'arrêter pour la partie théorique parce que sinon je pourrais traiter de ça pendant une demi-heure. Donc, observation au TAC et à la division division des petites créances de la Cour du Québec. Donc, comme Emmanuel l'a relaté, on a commencé par faire toute la recherche documentaire, analyse de discours de la doctrine, analyse de discours de la jurisprudence, terrain exploratoire. Et nous arrivons donc à l'automne 2015. Et on commence vraiment à faire, là, à ce moment-là, de l'observation sur une base plus systématique. Donc, comme je vous expliquais, je vais traiter de 3 terrains différents, mais qui sont tous finalement interreliés. D'une part, le terrain au tribunal administratif du Québec, et d'autre part, les observations d'audience à la division des petites créances et les observations de médiation à la division des petites créances. Donc, pourquoi avoir choisi l'observation au TAC? Bien, c'est sûr que le tribunal administratif du Québec, bien, premièrement,
quand on parle de pauvreté de recherche empirique, c'est encore plus vrai sur la justice administrative et sur surtout le tribunal administratif du Québec. Je ne pense pas qu'on avait trouvé une seule recherche empirique sur le TAC. Non, je pense pas. Non, c'est ça. Non. Okay. Et donc, encore une fois, pour revenir sur la dimension, la fonction exploratoire que peut avoir l'observation, donc on voyait justement la pertinence de faire de l'observation pour commencer là-bas. Ensuite, bon, il y avait, comme on le disait tout à l'heure, un certain agacement par rapport aux constats simplistes qu'on faisait sur les justiciables non représentés par rapport au choix, par exemple, de l'autoreprésentation. Et donc, on avait envie peut-être de venir on ne savait pas s'il allait y avoir un contre-discours, mais il reste pour moi qu'on voulait amener un autre regard sur la réalité de ces personnes. Et bon, pourquoi le TAC en particulier? Parce que d'une part, on avait pu constater, ou on pouvait se douter qu'il allait y avoir une forte présence de justiciables non représentés. Donc déjà, en termes d'efficacité de la recherche, ça nous simplifiait le travail beaucoup. Ensuite, c'est sûr que le fait que ce soit un tribunal à vocation sociale, où il y a beaucoup de contestations, bon, le TAC étant souvent une instance d'appel administrative pour différents services publics, par exemple l'indemnité en vertu de la loi, les indemnités en vertu de la loi sur l'assurance automobile du Québec, les prestations d'aide sociale, les prestations pour les indemnités les victimes d'actes criminels. Donc, c'est souvent dans le rôle social, dans la fonction sociale de l'État. Et on voyait donc un intérêt aussi d'observer à l'intérieur de ce tribunal-là pour cette raison-là. Ensuite, il y a le fait que souvent les justiciables non représentés au TAC, de facto, en fait, allaient affronter des avocats et des avocates, étant donné que c'est l'individu, le citoyen, la citoyenne contre l'État. Légalement, il existe dans la loi sur la justice administrative, il existe aussi une obligation d'assistance que les juges ont vis-à-vis des justiciables non représentés. Donc, ça devenait intéressant aussi parce que il y avait cette autre facette-là de notre problématique qui devenait fort intéressante. Il y a une prétention aussi à moins de formalisme. Donc, c'est pas mal les éléments qui nous motivaient d'aller vers le TAC pour commencer. Et dès le départ, en fait, en termes de construction de projets de recherche et de construction de projets d'observation, construction méthodologique de l'observation, c'était clair que notre regard allait d'abord et avant tout porter sur les justiciables non représentés, donc porter sur leur pratique, sur leur discours, sur leurs réactions, et que c'était plus les pratiques et les discours des autres acteurs allaient plus être en réaction justement face à ce que faisaient les justiciables non représentés, ce que demandaient les justiciables non représentés. Donc c'est important de préciser qu'on n'avait pas une grille d'observation préétablie, pré-rédigée, un tableau par exemple dans lequel il fallait écrire différentes informations. C'était vraiment plus un récit qu'on faisait à travers des notes. Donc, avec évidemment là, un certain positionnement temporel. Donc, à telle heure, je pensais telle affaire, etc., aussi pour avoir une idée de la durée des différentes audiences. Donc, on observait à Montréal de 2 à 3 fois par semaine. À l'été 2015, finalement, c'est 33 dossiers qui ont été observés pour 48 heures totales d'observation. Et on a terminé l'observation une fois qu'on a compris qu'on était saturé, c'est-à-dire saturé non pas plutôt dans le sens qu'il n'y avait pas une impression d'avoir quelque chose de nouveau finalement, qu'il y avait une répétition qui s'installait, les situations revenaient constamment comme étant les mêmes. Pour la division des petites créances, pour les observations d'audience, je vais aller très très rapidement, juste dire que c'est un terrain exploratoire, mais ce qui était particulièrement intéressant dans ce cas-là, c'est que les deux acteurs ne sont pas représentés par avocat. Donc déjà, il y avait quelque chose à ce niveau-là où est-ce qu'il y avait un condensé d'autoreprésentation, si on veut. Et d'autre part, un autre élément fort intéressant, c'était que il y avait d'une part cette prétention formelle à l'assistance, à l'absence de formalisme, etc. Mais on se trouvait quand même à la Cour du Québec, avec des juges de la Cour du Québec qui siégeaient également à la Chambre civile ordinaire. Donc, il y avait une contradiction là qui pouvait être intéressante et comme de fait, à mon humble avis, elle est devenue vraiment stimulante dans une perspective d'analyse du rôle d'assistant judiciaire notamment. Pour la médiation, donc ça a été... pour la division des créances, il y a eu 34 audiences observées. Puis bon, vu que c'est la division des créances, on parle essentiellement de droit civil, contrairement au TAC où on traitait de droit administratif. Et finalement, donc le troisième terrain d'observation a été la médiation, toujours à la division des créances. C'était un projet pilote de médiation offerte sur place le jour de l'audience.
Et bon, je ne vais pas rentrer trop longtemps dans la démarche. Ça a été un long, pour les personnes sur la maîtrise, j'imagine que vous êtes toutes un peu prises là-dedans, c'est-à-dire au doc évidemment. C'est tellement un long chemin sinueux qui mène finalement à la détermination de la problématique et de l'objet de recherche. Mais essentiellement dire que, encore une fois, dans le choix de la médiation, avait cette volonté-là d'aller au-delà du discours publicitaire, promotionnel que font notamment le Barreau du Québec actuellement sur les modes alternatifs de résolution de conflits. On présente ça comme étant un peu la panacée, l'occasion en or de pouvoir se séparer l'orange de façon équitable plutôt que de couper l'orange en deux pour les personnes qui auraient vu la campagne de publicité. Donc, il y avait cette volonté-là de dire, bien, OK, on a cette représentation-là très idéalisée de la médiation, mais dans les faits, comment ça se passe? Deuxième élément que je veux traiter avec vous, c'est comment on a réussi à accéder au terrain. J'ai dit tout à l'heure que c'était pas nécessairement facile. Effectivement, ça a été quand même laborieux. C'est sûr que pour les audiences, il y a quand même une obligation qu'elles soient publiques, autant dans la loi sur la justice administrative que dans le code de procédure civile. Donc, a priori, on aurait pu croire que c'était simple. On avait qu'à s'asseoir dans la salle d'audience et tout allait se passer de façon très paisible et même un accueil chaleureux de la part des juges. Or, dans les faits, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Particulièrement au tribunal administratif du Québec, où je sentais une hostilité littéralement de la part des juges souvent, c'est dans le non-verbal, peut-être que c'est moi qui paranoïa aussi, mais il en reste pas moins que les regards fuyants étaient constants. Poser la question dès le début de l'audience, mais pourquoi vous êtes là? À un moment donné, après quelques semaines, il y avait même des commentaires faits par certains juges du type au justiciable par exemple, inquiétez-vous pas de monsieur Laniel est là, il aime bien ça de nous observer, lui. Donc, je sentais qu'il y avait une certaine, je ne sais pas si c'était une hostilité, mais du moins une réticence à ma présence. Ce qui était moins existante dans le cas de la division des petites créances parce que c'est des audiences qui sont dans les salles de la Cour du Québec et il y a un espace réservé pour le public, contrairement au tribunal administratif du Québec. Et en plus, vu qu'il y a jusqu'à 3 dossiers par rôle, il y a des gens qui attendent de toute façon dans la salle d'audience, donc on est moins isolé dans l'espace réservé au public et on attire finalement moins l'attention. Dans les deux cas, nous n'avons pas obtenu l'autorisation du tribunal avant de faire nos observations. Il y aurait matière, on pourra en discuter tout à l'heure, je pense qu'il y a matière à débattre. D'un côté, c'est intéressant parce que personne n'était préparé par notre présence, donc il y avait un effet surprise. Mais d'un autre côté, j'ai très hâte de voir la réception de nos données par ces acteurs justement du système judiciaire, jusqu'à quel point il n'y aura pas des doléances de la part à l'effet que justement nous les avons pris par surprise peut-être, ou peu importe. Donc pour l'accès au terrain, la médiation, là ça a été beaucoup plus complexe parce que c'est un processus qui est confidentiel, la médiation. Donc il me fallait absolument l'autorisation du tribunal pour être en mesure de pouvoir être présent lors des séances de médiation. Ça a été une longue séance de négociation qui a commencé avec le juge en chef adjoint de la Cour du Québec. Petite anecdote, le premier meeting a été à 7 h le matin dans la salle de réception de l'hôtel Continental dans le centre-ville. Donc c'était un peu intimidant pour moi, petit Lucamier, que d'être avec monsieur le juge à 7 h le matin dans cet hôtel. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a eu une certaine ouverture. Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose à réfléchir encore en termes de rapport de force. Mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup moins de réticence de la part de la magistrature sur un projet quant à la médiation que quant à un projet sur le déroulement d'une audience, parce que j'ai l'impression que ça a été un peu confirmé par des discussions que j'ai pu avoir avec des juges qui voient les modes privés de prévention et de règlement des différends comme étant une forme de compétiteur à leur fonction sociale. Donc, il y avait peut-être une ouverture jusqu'à un certain point à savoir comment ça se passait vraiment, à ce qu'il y a même des constats critiques qui soient faits sur ces services, afin de relégitimer la magistrature dans un contexte où le discours qui fait la promotion des modes privés de règlement et de prévention des différends a un discours très critique face à la magistrature, face à l'audience judiciaire, face à la décision judiciaire également. Donc, sauf que ce qui s'était relativement bien passé en termes de stratégie d'accès au terrain pour ce qui a trait à le leadership national, le leadership provincial, si on veut, a été un peu plus compliqué lorsqu'il est venu le temps de négocier l'accès au terrain avec les juges coordonnateurs par district.
Donc là, on sentait quand même plus de réticence. Par exemple, je voulais autant avoir accès à la médiation en cabinet privé qui est offerte à la Division des petites créances qu'avoir accès à la médiation le jour même au palais de justice. Et pour pouvoir avoir accès au cabinet, il fallait que je puisse envoyer à toute personne qui se voyait offrir la médiation, il fallait envoyer une invitation à ce que je puisse participer aussi à la séance de médiation. Et on m'a très clairement dit que l'austérité faisait en sorte qu'on ne pouvait pas ajouter une feuille à ce qui était déjà envoyé au justiciable. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et on m'a littéralement dit que c'était de la faute de l'austérité. J'ai dit, yes, camarade. Donc voilà pour l'accès au terrain. C'est sûr que bon, dans tout mon livre, dans tout mon manuel d'ethnographie, on met beaucoup l'accent sur la nécessité de se préparer avant d'accéder au terrain, connaître le terrain que l'on veut accéder. Et effectivement, dans les 3 cas, je pense qu'une certaine connaissance de ces institutions permet aussi d'être plus efficace. Par exemple, dans le cas qui m'intéresse, plutôt que de me présenter directement au greffe de la Division des petites créances, d'aller voir, c'est banal, là, mais d'aller voir le juge en chef adjoint qui est responsable de la Chambre civile, a été très efficace. Mais même en termes de désignation de certains espaces dans notre terrain plutôt que d'autres, c'est par une bonne recherche préparatoire, je crois qu'on est en mesure de pouvoir optimiser notre temps et nos ressources.